Bonjour et bienvenue dans Analysis. On va décrypter le deuxième tour du scrutin présidentiel. Vous le savez sans doute, Emmanuel Macron a été plébiscité, 66% des voix. Marine Le Pen en hausse, bien évidemment, mais elle était quand même un peu déçue, on peut le dire. Une abstention record. Une Guadeloupe qui vote En Marche, mais voit un peu plus de 33 000 bulletins Front National déposés dans les urnes. L'avenir tient d'Harry Chalus. Quel troisième tour? Quelle législative pour le nouveau président de la République? On a beaucoup de sujets à passer en revue aujourd'hui. On va les passer en revue avec nos intervenants. Georges Calixte est avec nous. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va. Ouais, Didier Détouche qui revient en deuxième semaine. Bonjour. Bonjour. Et un revenant, Vincent Tacita, le porte-parole des sondeurs, qui ont le vent en poupe en ce moment. Après des vents contraires. C'était... Pas en Guadeloupe en tout cas. Non, pas en Guadeloupe, c'est le cas. Bien. Il faut le dire. Allez, on y va tout de suite pour la première partie. Alors la première partie, vous l'avez vu, c'est Macron a-t-il eu tout bon? Je vais vous poser la première question, c'est sans jeu de mots pour le tout bon. Alors, j'allais vous dire oui. Non, en fait, il a bénéficié d'une dynamique. L'électorat a souhaité non pas faire le choix gauche-droite ni le bipartisme. Il a donc bénéficié tout simplement de ce qu'on appelle la synthèse. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, il a bénéficié du Front républicain, qui lui a permis par conséquent de pouvoir jouir d'une certaine dynamique. Et puis n'oublions pas que le débat, dans tous les cas de figure, a été certainement l'élément déterminant du contexte qui a scellé, à mon avis, non pas l'avenir, mais en tout cas le potentiel de voix de Marine Le Pen. Didier Touche, est-ce qu'on peut dire que c'est un sans faute pour Emmanuel Macron? En un an, il est arrivé à devenir président de la République? Oui, c'est un sans faute, mais c'est pas un sans bourde. Il a effectivement eu un parcours qui se rapproche d'une vraie aventure politique et qui se termine par une victoire politique sans être forcément un triomphe, parce qu'il y a eu des éléments contextuels qui ont beaucoup contribué à sa victoire, notamment les erreurs multiples de ses adversaires, le débat pour Marine Le Pen, bien sûr, calamiteux, mais aussi la gestion dans la communication de l'affaire Fillon, qui aurait pu donner un autre résultat d'un point de vue médiatique, mais qui a été mal géré, et puis l'effondrement du Parti socialiste d'un point de vue électoral, qui est lié bien évidemment aux erreurs personnelles du candidat Benoît Hamon, mais aussi au quinquennat de François Hollande. Et donc on se rend compte que quelque part le pari est gagné parce que c'était un pari. Je rappelle qu'Emmanuel Macron était candidat alors même qu'on ne savait pas qui de François Fillon, de Nicolas Sarkozy ou d'Alain Juppé serait candidat pour une droite qui était déjà jugée comme étant triomphante, et surtout s'il aurait été capable de s'émanciper à la fois du quinquennat Hollande et de dépasser le résultat éventuel des primaires qui aurait pu donner un Manuel Valls ou même Benoît Hamon beaucoup plus fort qu'il ne l'a été en réalité. Vincent Tacita, on peut le dire, Macron a-t-il eu tout bon? Les sondeurs, en tout cas, eux, ils ont eu tout bon. Ils avaient vu plus de 60% pour Emmanuel Macron. Absolument. Il y avait une dynamique qui s'était enclenchée juste après le débat et s'est confirmée dans les résultats de dimanche. Totalement. Enfin, le débat a scellé le sort de Marine Le Pen. On a tous vu, les téléspectateurs ont tous vu le plafond de verre et même le plafond de compétences du Front National. Le Front républicain, qui n'était pas aussi élevé qu'à l'époque Chirac, est toujours présent. Il y a un vote rejet. Et même au niveau des Insoumis, pour rappel, 7% des Insoumis simplement ont voté Le Pen au second tour. Donc il y a eu un vote massif, tout parti confondu, vers Emmanuel Macron, ce qui lui a permis d'avoir effectivement 66% des suffrages. Ouais. Alors, juste quand même pour l'analyse quantitative, Emmanuel Macron est élu à peu près avec 43%. C'est ce qu'avait fait en tout cas Jacques Chirac, Tout à fait. Nicolas Sarkozy. Par contre, il y a cependant quelques nuances qui doivent nous interpeller. 12 millions d'abstentions. C'est énorme. Énorme. Écoutez, c'est quasiment 12 historique. millions d'abstentions et 4 4 millions Blanc et nul. de blanc et nul. Donc 16 millions. 11 millions, 10 millions 700 pour le Front National. Et les 43% sur lesquels il s'appuie sont la conséquence du Front républicain. Absolument. Donc, c'est certainement une victoire qui juridiquement est incontestable, mais qui montre que la France reste un pays fracturé. Est-ce que justement il a écouté? Il y a eu un élan républicain, mais pas un front républicain. Contrairement à ce qu'avait eu Jacques Chirac. N'est pas 2017. Pas du tout. Ce que vient de dire fort justement Georges, c'est la preuve qu'il y a une recomposition
mais dont il faut à laquelle il faut intégrer les abstentionnistes et le vote blanc, qui représentent à la fois l'expression d'un refus de l'offre politique, tout comme un rejet, tout comme une indécision par rapport à l'offre politique. Et c'est vrai que c'est une constante. Il y a à peu près 5 forces en présence dorénavant politiquement sur l'échiquier français, les Républicains en marche peu macronistes, la droite traditionnelle qui devient un peu plus conservatrice et réactionnaire, l'extrême droite, les insoumis de Mélenchon qui mélangent l'extrême gauche et une partie de l'ancien électorat socialiste et des militants socialistes. Tout à fait. Et puis il reste quand même une partie du Parti socialiste. Ça fait 27 millions de personnes qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Absolument. Est-ce que lors de son discours, lorsqu'il a été élu président de la République, il les a suffisamment pris en compte, vous pensez? Parce que ça a été l'erreur de Jacques Chirac, il l'avait dit mais il ne l'a pas fait. Pour le coup, son discours a été convenu et bien pensé. Je pense qu'effectivement, il a donné des signaux vers ces électorats-là. Le problème, c'est que dès le lendemain, vous avez des déclarations de ses porte-paroles qui disent qu'ils ne vont pas bouger d'un iota sur leur programme. Donc c'est compliqué. Et d'ailleurs, hier, il y avait une manifestation déjà sociale contre les éventuels projets de loi que va déposer le gouvernement En Marche. Ouais, tous ces gens en colère, Georges Calixte, il faut les écouter aujourd'hui. Alors, il faut les écouter, mais ce qui est intéressant, c'est à la fois la sérénité avec laquelle il a fait sa déclaration et la théâtralité. C'est-à-dire que... Il y en a eu deux, d'ailleurs. Alors, il y en a eu deux, mais on sait que les plus de 50 ans, à près de 80% ont voté pour Emmanuel Macron, puisque Marine Le Pen, qui essaye de modifier ses stratégies sur l'Europe, a de toute façon perdu pied, tellement perdu pied qu'elle n'a pas été en mesure de l'expliquer lors du débat. Quand on voit comment Emmanuel Macron a géré la communication, mais il est arrivé de manière très classique, avec un manteau qui a quelques éléments pour ressembler à François Mitterrand. Ensuite, il y a eu l'hymne à la joie. Ça, c'était la référence à l'Europe. C'est la référence à l'Europe, mais enfin, c'est du Beethoven. On aurait pu penser que pour quelqu'un de 39 ans... C'est l'Eurovision. Autre chose. Et puis, rappelez-vous qu'il s'est mis dans le prolongement des pyramides. Avec tout le symbolisme qu'il y a, en tout cas, pour rassurer, surtout parce qu'il est jeune, il a voulu rassurer une partie de l'électorat. C'est présidentialisé. Beaucoup plus spécialisé à partir des plus de 50 ans. On en parlait hors caméra, on a trouvé un peu la mise en scène un peu ratée, non? Un peu sombre. Elle était un peu sombre. Un peu long. Sur la forme, il est un peu long. C'était la nuit. C'était la nuit, c'est vrai, mais bon, c'est vrai qu'il a... À mon avis, le manteau noir... C'est voulu, à mon avis. Non, c'est une volonté de théâtralisation, c'est sûr. Mais au-delà de ça, effectivement, Laurent Saïm, qui a beaucoup suivi Barack Obama et qui disait que c'est le Barack Obama français, on aurait pu penser qu'effectivement, il y aurait un peu plus de peps et plus de jeunesse, hormis la présidentialisation nécessaire lors de cette manifestation, qui était vraiment longue. Et puis, effectivement, le fait qu'il soit arrivé dans le noir en sombre et avec un manteau vraiment pour le comité rentier, il lui manquait que le chapeau. Il a voulu donner de claires références à cet électorat-là, c'est vrai. Alors, en ce qui me concerne, je pense différemment par rapport à cette approche. Je pense que Emmanuel Macron s'inscrit dans une démarche beaucoup plus ancienne que les références au mitterrandisme et à l'arrivée au Panthéon. L'arrivée au Panthéon, c'est François Mitterrand qui, quelque part, veut rendre justice au socialisme dans l'histoire de la République, parce que le socialisme avait été longtemps écarté, qu'il représentait cette accession, enfin, du socialisme aux plus hautes fonctions de l'État. Donc, il avait choisi des personnes bien précises au sein du Panthéon pour déposer la roche, Schellcher, Jaurès et Léon Blum. Avec Emmanuel Macron, il y a une volonté de se rattacher à l'ancien régime également et d'allier République, symbole mitterrandien effectivement avec la pyramide du Louvre, mais aussi une certaine forme de lien avec la royauté. Le costume était sombre, il faisait aussi nuit. Avant, il y avait quand même eu Magic System et d'autres, donc il y avait une ambiance très festive, très jeune, ça tranchait. Et puis quand il y a eu l'hymne à la joie, il y a vraiment une image européenne. Et il faut se dire et comprendre que il n'y avait pas que les médias français qui étaient là. L'image, elle était envoyée pour le monde. Parce que ce qu'a réussi à faire Emmanuel Macron, aidé en cela par une providence, je dois le dire, assez exceptionnelle pour un homme politique. En tout cas, moi, je n'avais jamais vu ça. Ni même dans l'histoire, j'ai regardé le général de Gaulle. C'est le seul qui a réussi à se faire élire sans avoir une vie politique avant. Mais lui, il avait une expérience énorme derrière. Voilà. Ce qu'il a voulu faire, c'est montrer que l'Europe repartait,
que la France, avec tous ses symboles, surtout la France des Lumières, était de retour sur la scène nationale. Et quand on voit la réaction de tous les chefs d'État étrangers, mais aussi de la presse étrangère, un gros ouf de soulagement, mais aussi, eh bien, cet effet un peu Obama, parce que Emmanuel Macron emprunte beaucoup aux méthodes de Barack Obama. En tout cas, il n'a pas voulu faire de son âge son principal atout. En tout cas, pas un atout, mais il fallait rassurer l'électorat qu'il a le plus soutenu. Et donc, c'est un peu normal, compte tenu qu'il y a une France fracturée, qu'il ait commencé par montrer qu'il réconcilie la France autour du lien intergénérationnel. Oui, ouais, aussi. Et surtout qu'il a souvent déclaré, dès que ses militants sifflaient Marine Le Pen, on l'a vu lors de son discours, c'est ne sifflez pas. C'est important, ça, c'est comme langage? Je crois que c'est sa principale victoire. Le fait d'avoir accepté Le Pen et le Front National comme étant un vrai adversaire politique, mais avec des thèses nauséabondes, le fait qu'il ait assumé ce combat et que finalement il ait gagné lors du débat, ça fait perdre près de 1 million de voix à Marine Le Pen. Ouais. Je crois que c'est sa plus grande victoire et son plus grand. Est-ce qu'il a gagné le débat ou c'est Marine Le Pen qui l'a perdu? Il l'a gagné aussi. Oui, il a gagné. Vous trouvez qu'il l'a gagné? La posture, le métier, il n'a pas été mauvais. Là où il a été, je pense que là où il a été bon, c'est que il a laissé entendre qu'il pouvait s'énerver lors d'un débat. Il l'a même dit la veille en disant que si jamais il y a un clash, je quitte le plateau. Il le dit en sachant exactement qu'il va évidemment même si ses collaborateurs ont totalement démenti. Bien sûr. C'est lui qui a énervé Le Pen, en fait. Voilà, et c'est lui qui a énervé Le Pen. Et Marine Le Pen est tombée dans le panneau. Elle a raté son débat. Alors, il a réussi par contraste, mais elle a clairement raté son débat. Je veux dire, venir avec des fiches, se perdre dans les fiches et faire de toute façon factuellement des erreurs dans ses déclarations, elle l'a perdu. Et en face, il n'avait qu'à rester lui-même un candidat normal, énarque, etc. Enfin, quantitativement, ça coûte combien à Marine Le Pen, ça? Ça a été 3 à 5 points tout de suite. Ça fait 3 à 5 points. Ça fait 3 à 5 points, c'est ça. 3 à 5 points. 3 à 5 points tout de suite. Ça tourne autour d'1 million de voix. Alors, sachant que la plus grande faille de Marine Le Pen, c'est sa stratégie discursive, son discours. Elle est restée dans ce qu'on appelle l'altérité négative. En permanence, chaque fois qu'Emmanuel Macron faisait une proposition, elle ralliait Emmanuel Macron à la finance, ou au passé, en tout cas au passif, ou j'en sais rien, en tout cas au bilan du quinquennat de François Hollande. Si bien qu'à un moment donné, Emmanuel Macron a été plus à l'aise sur les problématiques économiques, un peu normales, et ensuite, il a répété 9 fois, mais vous ne proposez rien. Et la France mérite mieux que ça. Et sur cette base-là, incontestablement, Marine Le Pen, lorsqu'il s'agit de développer son propre programme, elle s'est manifestement mêlé les pinceaux sur l'euro. Le franc, l'euro, elle n'a pas su expliquer quel est l'intérêt. Après, elle a commencé à reculer en disant qu'il y aura probablement un référendum. Elle était trop mal à l'aise. Faut garder à l'esprit que c'était la première fois que le Front National était en débat télévisé, dans une émission Jacques Chirac classique. Avait refusé le débat avec Marine Le Pen. Et même dans les autres débats, c'est toujours une émission dans laquelle Marine Le Pen est invitée et elle reçoit de ci, de là des contradicteurs. Là, c'était la première fois qu'il y avait à part égale un contradicteur en face d'elle, en plus en finale. Je veux dire, c'est second tour des présidentielles. Voilà. Donc globalement, on peut dire que Marine Le Pen a raté son deuxième tour, sauf au début sur l'affaire Whirlpool, où là, il y a eu un vent de panique chez Emmanuel Macron. C'est très clair. Mais globalement, les 10 derniers jours, c'est avantage Macron. Oui. Ben, c'est-à-dire... Et des avantages Le Pen, en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait, le débat a tout emporté. Le débat a littéralement fait exploser tout ce qui s'était passé. C'est vrai qu'elle avait... La séquence Whirlpool a été difficile pour Emmanuel Macron. La violence, mais moi, j'ai pas perdu de vue ce qu'avait dit Emmanuel Macron dans une interview, disant elle est déterminée, mais elle n'a pas compris que j'étais aussi déterminée qu'elle. Et je crois qu'une bonne partie de la population française s'est rendu compte qu'ils avaient affaire à un homme politique qui n'était pas là pour ne pas conquérir le pouvoir. Mais pour vraiment avoir le pouvoir. Et là aussi, c'est une autre intuition d'Emmanuel Macron, parce qu'il aurait pu avoir une image un peu de technocrate ou autre, mais il a quand même montré l'image, malgré la tenue, d'un homme qui en avait... Oui, avec une certaine empathie même d'ailleurs, même avec une certaine empathie. Le mélange des deux est d'ailleurs assez intéressant. Moi, à partir du moment où les initiales de ce mouvement sont ses propres initiales, je n'avais aucun doute sur la détermination de ce bonhomme. Il y avait François Hollande qui ne l'avait pas vu. Que ça voulait dire Emmanuel Macron? Non, je pense qu'il l'a vu, mais il le jouait peut-être pour le coup d'après, pour 2022. Mais il était évident que le jeune homme était très ambitieux. Il y a rien à dire là-dessus.
ambitieux. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pro, c'est un stratège de la communication? C'est ça qui a fait la différence, là? Qu'il soit pro, oui. Hénard, plus secteur privé, il est pro. Il est jeune, donc il amène tous les outils de communication. Il n'y a pas eu de faute de communication, sauf à 2 ou 3 reprises. Il y a eu quelques fautes, mais il y a eu quelques déclarations disruptives, peut-être volontaires. Au début, justement pour booster sa notoriété. Pour booster sa notoriété. Ouais. Voilà, exactement. Il faut cliver parfois. Il l'a fait au début et ensuite il s'est calmé. Je crois qu'il faut, mais il faudra du temps. Mais je crois qu'il faut vraiment regarder la victoire d'Emmanuel Macron, pas uniquement comme étant une victoire du républicanisme ou de l'élan républicain, ça l'est, et d'ailleurs il a surfé dessus, pas uniquement du macronisme et des idées de renouvellement qui sont très fortes désormais et qui l'ont aidé. Il faut regarder aussi la stratégie qui a été mise en œuvre par cet homme-là et son équipe. Et c'est vrai que les reportages récents, les documentaires qui lui sont consacrés ont montré en fait comment ça fonctionnait de l'intérieur. Il y a une stratégie qui est nouvelle, qui est très empruntée à la stratégie de Barack Obama en 2009, mais qui a fait merveille. Ça, c'est l'apport de Laurent Saïm. Hein. Voilà, en partie, parce qu'avant, il avait déjà autour de lui toute une équipe de trentenaires de la génération Y qui... Alors, c'était quoi le principe? C'était de créer une adhésion par rapport à une personnalité qui avait un discours transgressif et disruptif et qui, en fait, allait grâce à Internet, parce que sans Internet, il n'y aurait pas d'Emmanuel Macron président, et ça aussi, c'est une vraie donnée du changement. Ces gens ont très peu fait campagne de proximité. Par contre, des militants et des bénévoles totalement déterminés. Moi, je suivais le fil d'actualité de la plupart des groupes sur les réseaux sociaux consacrés à En Marche. Il y a eu des centaines et des centaines d'ateliers. Les militants ont l'impression de réfléchir ce qui les change de leur parti classique, de contribuer à un élan participatif, comme pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, il y a la même recette. Et en réalité, vous avez ensuite la capacité et le flair politique de cet homme-là à profiter des erreurs des autres, à rebondir même quand il fait des erreurs et à toujours avoir le discours qui convient et qui va de la droite réactionnaire à la gauche extrémiste. Ça donne énormément de voix au final. Et moi, je n'ai pas étonné qu'il soit à 24%. Je pensais même qu'il serait un peu plus haut, à vrai dire. Ça a été une déception pour certains, d'ailleurs, hein, les 24%. Et ça a été une déception, mais attention, Emmanuel Macron provoque aussi du rejet parce que justement, ce qu'il propose, déjà, c'est rejeté par le système politique habituel et par une partie des médias. Mais il y a aussi un rejet qui est lié à la personnalité, à la nouveauté et à cette volonté d'être dans l'ouverture et dans l'Europe. Et là, ça va être un élément très compliqué pour lui à gérer, quel que soit le style présidentiel qu'il se donne pour le quinquennat, pour son quinquennat. Je trouve que les 24% sont... c'est un score qui était, alors, peut-être en deçà de ce qu'ils espéraient. Faut pas oublier que 3 mois avant le premier tour, Marine Le Pen était en première position. Alors, il y a d'abord eu l'ILR, puis ensuite Le Pen. Il arrive quand même, dès sa première participation à une présidentielle, à recueillir sur lui près d'un quart des suffrages, ce qui est bien pour quelqu'un qui a un programme social qui est rejeté par une bonne partie des Français, en tout cas des syndicats. Deuxièmement, effectivement, une campagne qui est super dynamique, mais qu'on a vu par ailleurs. Alors les hagiographies qui ensuite, après, on les a toutes vues. Hein. Il y a eu Sarkozy, on a vu son hagiographie, on a vu celle de Hollande, etc. Donc les émissions sont très bien filmées. Cela étant, il faut jamais oublier que autour de lui, hormis les petits jeunes, Bayrou l'a quand même aidé à passer un cap. À un moment, on a vu tout de suite les courbes. Est-ce que c'est le tournant, Georges Calix, de la campagne? Alors, le tournant, le ralliement de François Bayrou. Je ne pense pas que ça ait été forcément déterminant. Ça lui a permis de passer au-dessus de Le Pen à ce moment-là. Voilà, peut-être à ce moment-là, ça a donné un coup de pouce. Je ne pense pas que ça soit déterminant, puisqu'à mon avis, il y avait déjà une autre dynamique en relation avec le changement dont François Bayrou était très loin d'être le symbole. Mais pour revenir à la communication, vous savez, c'est les aspects relatifs aux pseudo-événements qu'Emmanuel Macron crée. Et il a bien compris que la campagne était très affective, très axée non plus sur la clarification programmatique, mais beaucoup plus sur l'expression émotionnelle. Et à partir de ce moment-là, à 2 ou 3 fois, il a créé des pseudo-événements. On peut se demander si certaines gourdes qu'il a faites, est-ce que c'était une gourde réellement ou est-ce que ce n'était pas volontaire? Je pense que au début, je pense qu'elles étaient au tout début inconsciente, mais ensuite elle était volontaire. Mais vers la fin, on est bien d'accord. En Algérie, c'était ça c'est quoi? Des baunes, même si ça lui a ramené un certain nombre de voix. Alors c'est ce qu'il allait nous dire. Et même là, par rapport à l'Algérie, je reste persuadé que là, c'est vraiment le pseudo-événement qui a été fomenté et qui lui a de toute façon profité. Il s'est mis à dos les pieds noirs. Oui, moi je pense... Forcément.
Pas Je pense que forcément. ça n'a Dans le pas forcément documentaire, été c'est ce qu'on fomenté, voit. mais la récupération était magistrale. Ouais. Ah oui, oui, oui. Bien c'est sûr. C'est Là, ça le permet de récupérer toute une partie de la gauche qui était sceptique. Et alors, il a peut-être perdu une partie des pieds noirs, en tout cas ceux qui ont directement vécu la guerre d'Algérie. Qui n'auraient jamais voté. Et qui n'aurait pas voté pour Et lui. qui, de toute façon, on est bien Donc, d'accord, voilà. n'aurait jamais voté pour lui. Exact. Par contre, la nouvelle génération, je pense qu'il a Ah puisé oui, exactement. dans les pieds noirs de deuxième génération. Je pense qu'il n'a pas fortement, en tout cas, son électorat n'a pas été fortement impacté. Une toute petite précision. Emmanuel Macron, En Marche en tout cas surtout, a fait campagne pour qu'il y ait inscription massive sur les listes électorales. Absolument. Et on s'est retrouvé avec 600 000 inscrits de plus à la clôture de ces inscriptions. Je ne C'est un sais pas chiffre, si- ouais, on en a très peu parlé Tout à finalement. fait. Je ne sais pas si c'était entièrement pas 600 000 lié, en marche, quand mais même, ça a eu un, voilà, mais ça, non, mais ça a eu un Il y a eu des impact. Mélenchonistes, on dynamique, imagine. oui, Voilà, c'est il y a eu, à mon avis, c'est les deux qui ont bénéficié de ça. Quel impact Emmanuel Macron aura eu, en tout cas dans cette campagne médiatique avec son émission d'hier? On sent que c'était quand même bien préparé. Il y a eu une émission sur clair. TF1 hier. Et sur France 2. Les coulisses, sur France 2 également. On sentait que c'était quand même un champion annoncé, non? N'oublions pas que d'un point de vue stratégique, il a également bénéficié d'un certain nombre de forces à la D'appui. fois d'appui médiatique et Il a tiré également par son âge. 39 ans, c'est pas, Oui, mais c'est pas courant. faut pas oublier, C'est vrai. Christophe, que c'est quelque chose qui est convenu. Je veux dire, Mélenchon a gagné l'élection, il y avait un reportage qui était fait. Les 4 finalistes, peut-être à part Le Pen, on savait qu'elle allait perdre, mais chez les Républicains, il y avait sûrement une émission qui était en cours. Oui. Voilà, c'est quelque chose qui est couru. Le président, le soir de sa victoire, le lendemain, vous avez une émission qui sort, qui a suivi, il y a une équipe qui a suivi les 300 jours. Et d'ailleurs, c'est drôle, puisque chez Macron, effectivement, il y avait 2 équipes de télévision, donc France 2 et TF1, qui ont suivi les derniers jours les 300 jours en même temps. Vous l'avez tous vu? Oui. Oui. Ça vous a permis de voir quand même qu'il y avait une équipe très soudée autour de lui. Quand même, oui. Mais surtout une génération Y, une Oui. équipe loyale, fidèle et dévouée. Enfin, il faut attendre. Pour l'instant, Vous vous rendez il compte y a que des les variables. filmé comme ça. Il oui, peut y comme avoir ça. des variables aléatoires. Pour la campagne, pour la campagne. Ah, d'accord, oui, pour la Ça, campagne, ça se là. gagne toujours après. Ah, d'accord, je Ça crois se gagne bien. toujours après. Mais vous vous rendez compte, qui c'est qu'on voit surtout sous les plateaux? C'est Ferrand, Griveaux et Castaner. Tout à fait. Et ils étaient toujours dans les réunions de staff. Et je me suis dit, mais comment ils Comment les gars arrivaient bossaient? à se démultiplier Ouais, pour comment les gars travailler? bossaient? En fait, c'est une équipe autant. réduite. Et ça, c'est un Exactement. changement Exactement. incroyable C'est toute petite dans la façon de faire de la politique. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec il est la preuve qu'avec une petite équipe déterminée, motivée et compétente aussi, il faut bien le dire, on peut arriver à faire basculer la donne. Il y a 2 éléments qui sont très forts dans le reportage. Le premier, c'est quand il montre qu'il est sûr que Fillon ne va pas se retirer. Ça montre le flair politique, ça tout le monde l'a vu. Un autre élément, on s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui était autoritaire, qui était capable d'avoir de l'empathie, de rigoler et surtout d'un calme impérial. Parce que Après le débat, oui, pratiquement notamment, un oui. an, mais on a vu un Emmanuel Macron qu'on ne soupçonnait pas forcément. Et donc, effectivement, ça va beaucoup contribuer à installer une image, Oui, son image. d'homme politique un peu plus En tout cas, d'homme fort d'État. qu'on ne le pensait. Non, son image sera très largement positivée après l'émission et après sa victoire, bien évidemment. Ouais, l'impact, le rôle de sa femme, on le voit. C'est incontestable. Ouais. D'ailleurs, c'est à la fois un rôle maternel sur le plan symbolique. D'ailleurs, il contrôle même ce qu'il mange. Sa nourriture, oui. Sa nourriture. Et incontestablement conseillère sur le plan politique, puisqu'il reconnaît lui-même que sa femme a joué un rôle capital. Les cordons bleus, ça c'est... Oui. Ça en sort Oui, tu aussi. réservé pour les enfants qui disent, oh, mais finalement, je vais prendre autre chose. Il y aura des, Ça, c'était il y aura des un moment hashtags. Bien Oui, sûr. oui, oui. bien La sûr. discussion avec François Bayrou aussi, il y a tout un symbole. Alors, il y a eu un autre petit élément. Vous savez, on l'a souvent accusé d'être allé après Le Pen voir les ouvriers. Dans le reportage, on se rend bien compte que 30 Ce minutes sont ces avant, équipes. il avait dit qu'il irait voir les ouvriers. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il était furieux de s'être fait un peu voler la vedette comme ça, parce que lui avait prévu d'aller voir les ouvriers. Et il faut reconnaître que j'ai rarement vu des hommes politiques être capables, à part peut-être un peu Sarkozy et encore, être capables de donner de sa personne pour D'affronter. rester. Ouais. On espère qu'il restera comme ça parce qu'il va en avoir besoin. On lui a reproché de mettre beaucoup en avant sa famille. Il y a eu beaucoup de couverture de Paris Match. Finalement, si on regarde bien, il n'en a pas fait Mais beaucoup plus que les autres. hein. Pas tant que ça finalement, Ouais. parce qu'à part son épouse, On connaît pas bien le reste de sa famille. Les autres on les connaît pas trop. Et puis effectivement, il veut installer une forme de verticalité dans le pouvoir. Il le montre et ça va être comme ça pendant un moment. Je pense. Oui, ça va être people. Hein.
Oui. Ouais. De toute façon, le rôle de la famille à ce moment-là, c'est de montrer également dans son besoin de cohésion sociale et de reconstitution de la France, qui est fracturée en 4, de montrer que la famille reste un élément important. Mais c'est un contre-modèle de Sarkozy. Et c'est, alors, un contre-modèle. Qui avait voulu jouer sous la famille, mais qui s'est retrouvé avec une famille explosée, et de François Hollande également. Voilà, pour l'instant, lui, il a voulu, pour l'instant, je dis bien, montrer effectivement une famille parfaitement soudée. Et voilà, on prend acte, effectivement, puisque avec création quand même les événements ont montré cependant que les Français ne sont pas trop attachés à ces aspects familiaux, puisque on a bien vu qu'il y a même eu des présidents qui avaient des stratégies particulières, et ma foi, ça n'a pas pour autant créé ni l'émotion ni l'émeute, en tout cas au niveau de la France, alors même que ça se serait produit dans un pays nordique ou anglo-saxon. À vocation protestante, incontestablement, il devrait démissionner. Les Français sont des latins, pour ça, c'est clair. Allez, c'est la fin de la première partie. On va se retrouver pour les deux autres. On parlera notamment d'Harry Chalus. Est-il en route pour accéder au gouvernement? Et puis, bien évidemment, le troisième tour, les législatives. On se posera la question, Macron peut-il tout perdre? À tout de suite.